première chose qu'il faut dire sur cette image, c'est qu'elle a été en fait dans le processus dessinée quasiment vers la fin du livre. Et elle fait partie de ces images qu'avec Daniel Pellegrino, on a décidé de réorganiser et de remettre au début. C'est-à-dire qu'on a décidé de regrouper au début du livre toutes les images avec l'enfant jaune qui tient sa petite peluche là et qui était normalement disséminé dans le livre et là qu'on a regroupé. Cet enfant jaune avec les jambes bandées ici est une espèce de souvenir concret de l'enfance du personnage jaune principal. Donc ce qu'on voit ici, c'est en fait un adulte qui s'emmène lui-même, enfant, vers cette centrale en train de flamber. Il emmène son propre souvenir en quelque sorte. À la base de tout le livre, il y avait le livre documentaire de Svetlana Alexievitch, La Supplication, qui recueillait tous les témoignages en lien avec la catastrophe de Tchernobyl. Et une des images très fortes données par un des témoins dans le livre est cette espèce de lumière au moment de l'explosion de la centrale, quelqu'un qui habite dans le voisinage et qui décrit comment à l'horizon, au-dessus des arbres, alors que la nuit s'installe, il y a une espèce de lumière phosphorescente très étrange et très inquiétante. Alors, je crois qu'elle est décrite comme violette ou orange dans le livre. Moi, j'y ai mis le jaune du personnage, qui est en fait le jaune de la radioactivité. Mais c'est cette sensation-là que j'avais pour dessiner ce fond. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça devient une sorte d'île des morts, comme dans le tableau de Böcklin. La barque avec le passeur et le bâton, la perche, est une citation directe du tableau de Böcklin. Sauf qu'au lieu d'avoir l'île des morts grecque, antique, mythologique, on a cette centrale en fusion, quoi. Juste un peu devant, on a cette femme dont on se demande si elle n'est pas en train de contenir son intérieur, qui pourrait se répandre, et qui est à la fois vêtue comme un paysan du Moyen-Âge, mais avec un masque à gaz, ce qui appelle en fait l'intervention des éléments monstrueux, comme ça, qui eux sortent en fait des tableaux de Bosch. Cette espèce de rhinocéros rataupe à échasse en déliquescence ne sort pas d'un tableau de Bosch, mais pourrait, il s'est transformé. J'y vois du Dali, probablement avec les éléphants à échasse. J'y vois aussi une forme de figure du zombie contemporain, c'est-à-dire c'est presque quelque chose des chevaux zombies de Game of Thrones, là, de l'armée des morts, il y a quelque chose comme ça, où, avec la chair qui tombe comme des lambeaux de tissu. Là, on n'est pas dans la citation, on est vraiment dans le délire, dans l'extension, quoi. Contrairement au personnage de droite, qui lui sort du Jardin des Délices de Bosch, le panneau de droite du Jardin des Délices qui figure l'enfer, avec cette figure qu'on appelle l'homme-arbre, qui est une espèce de structure d'homme blanc, qu'on retrouve facilement au centre du tableau de Bosch. Le visage un peu grotesque du personnage de droite rappelle un monstre qui va réapparaître plusieurs fois, une espèce de démon japonais, notamment à la page 48. Donc là, on est dans le principe des échos du livre. On peut aussi signaler qu'il a cette espèce, je lui ai mis cette espèce de gilet de sauvetage. Gilet de sauvetage qu'on retrouve plusieurs fois dans le livre et qui vient à l'origine de l'image 49, dans laquelle on voit des gens avancer péniblement dans la boue, comme s'ils étaient... C'est vraiment les damnés de la terre, quoi. Comme si en plus ils étaient retenus par des élastiques qui les empêchent d'avancer. Tout est gluant. Et dans cette image, au bout d'un moment, je leur ai mis ces gilets de sauvetage orange qu'on voit, enfin qui sont vraiment des éléments constitutifs des images des réfugiés qui se noient en Méditerranée. Les vrais damnés de la terre, enfin qui deviennent les damnés de la mer d'ailleurs. En dessous du personnage, au premier plan, on a la citation de ce qui va apparaître plus loin, c'est-à-dire la baleine qui explose. Donc là, on est déjà dans le cadavre de la baleine explosée, découpé comme ça. Il se trouve que les deux pêcheurs, ou je ne sais pas comment on pourrait les nommer, sont équipés comme s'ils étaient dans une situation de catastrophe nucléaire.
Donc là, on est vraiment dans les entrailles de la nature, dans cette espèce de forage infini que l'humanité fait subir aux vivants, quoi. Sur la gauche de l'image, il y a ces deux personnages très étranges dont je n'ai aucun souvenir de où ils viennent. Je sais qu'il y en a un qui est habillé comme dans un tableau de la Renaissance, en tout cas le haut. Mais je serais incapable de retrouver le tableau. Y en a-t-il seulement un? Pour moi, ça, on est vraiment dans le moment du chaos absolu, dans cette partie-là à gauche. On est dans le moment d'une espèce de violence molle et complètement désarticulée, où le vivant devient fou, où tout se met à muter, où les temporalités se superposent. Et il y a une espèce de mollesse, quoi, quelque chose de, comme si un accablement. Et ce personnage qui a une tête de lapin plastique rouge étrange, lui est une citation, une espèce de prolongation de la peluche. Cette peluche qui est vraiment une espèce d'objet totem de l'enfance du personnage principal, peluche qui contamine en fait, qui est une espèce de Mickey déglingué et qui contamine tout le bouquin, qu'on trouve à la page 1 déjà. Et puis qui va appeler tous les personnages un peu cartoonesques qui apparaissent tout au long du livre, notamment à la page 45 par exemple. Pour moi, tous ces personnages disneyiens des années 30 comme ça prolongent en fait cette peluche un peu moisie qui est autant marquée par la catastrophe que le petit garçon dans un sens. Ça, c'est vraiment le genre de moment dans les dessins où tout d'un coup des éléments se mettent en place, se superposent. Il y a beaucoup de gomme, beaucoup d'accidents, beaucoup de reprises. Je suis sûr que cette tête de lapin n'est pas arrivée tout de suite. Des fois, le crayon s'accélère aussi. Par exemple, sur l'homme barbu, il y a quelque chose de minutieux, je pense, au moment où je fais le crayonné. Et puis, tout d'un coup, ne sachant pas quelle forme donner à ce qui deviendra ce lapin-là, le crayon s'accélère, il y a une forme qui surgit, je décide de la garder. Là, c'est les moments où on est hors rationalité, c'est dans les moments de transe, je pense, un peu étrange que provoquait tout ce travail, quoi. En général, sur toute l'image, il y a deux influences majeures. Il y a le livre de Svetlana Alexievitch, c'est-à-dire pour l'ambiance, la lumière, et cette espèce de centrale fantomatique au loin. Mais il y a aussi Neo Rauch. Alors Neo Rauch, c'est un peintre allemand contemporain, comme moi j'ai découvert dans un musée à Munich, mais enfin qui est très connu, hein, c'est pas du tout... je veux dire, même Brad Pitt achète ses tableaux. Je pense que c'est de là que vient cette envie de superposition des influences picturales très différentes et d'origine et de temporalité différentes. Et puis il y a des monstres qui apparaissent chez Neo Rauch aussi, des espèces de déformations. Je l'avais vu peindre dans un documentaire, c'était passionnant de voir comment il reprenait, il modelait comme de la sculpture, toutes ces formes, jusqu'à ce qu'elles atteignent quelque chose qu'il n'avait pas cherché dès le départ. Voilà comment toutes les images du livre se sont composées, grosso modo, selon ce genre de processus. C'est-à-dire soit des échos entre les images elles-mêmes, soit des influences picturales directes comme l'île des morts de Böcklin, soit des transformations d'influences. Et puis, je pense que l'idée, c'était aussi de prendre du plaisir dans tout ça, par l'intensité, en fait, en plongeant dans une image et en découvrant une forme d'intensité au bout d'un moment. La machine chauffe, le moteur chauffe, comme ça, puis il y a un moment où c'est l'acmé, et puis le crayon va tout seul, quoi. Et c'est une sorte de subconscient qui s'exprime au bout d'un moment.